Le business model de Made est ainsi fait que, premièrement, nous produisons à la commande. Donc de ce point de vue-là, cela fait 11 ans qu'on a une approche assez responsable. Nous n'avons pas de stock. Je pense profondément que dans un monde aux ressources limitées, il faut impérativement se poser la question de ce que l'on fait de ces objets que l'on ajoute sur la Terre. Est-ce qu'il est possible de travailler un objet design existant, de le transformer et de lui donner une seconde vie ? Bienvenue sur les voies du e-commerce, le podcast pour accélérer sa stratégie e-commerce et retail. Je suis Claire Delez, coordinatrice éditoriale de Paris Retail Week, le salon qui réunit la communauté du e-commerce et du commerce connecté qui se déroulera du 20 au 22 septembre 2022 à Porte de Versailles. Le temps de ces podcasts, je recevrai les mentors incarnant les problématiques business du salon. RSE, data, supply chain, parcours client agile, marketing, nouveaux paiements, marketplace et commerce omnicanal. J'échangerai avec eux pour disséquer les stratégies de leur marque et vous donner de précieux conseils pour répondre aux défis du e-commerce et du retail connecté. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Alice Hager, directrice de la marque Made.com. Durant ce podcast, elle nous parlera du positionnement de la marque, du parcours client et des facteurs clés de succès. Elle nous en dira plus sur les actions menées pour un design plus responsable et nous livrera ses sources d'inspiration. Bonjour Alice, ravie de vous retrouver pour ce podcast incontournable qui est devenu les voies du e-commerce. Bonjour, merci beaucoup de m'accueillir parmi vous. Alors Alice, j'ai une toute première question, c'est quel est le positionnement de la marque dont vous êtes la directrice ? Alors, Made.com est une marque qui a été créée il y a 11 ans par 3 Français à Londres. Nous sommes ce qu'on appelle un pure player, c'est-à-dire que l'expérience Made démarre online et se termine online. Néanmoins, dans notre parcours, nous avons pris le parti d'inclure des moments d'échange en physique, dans la vraie vie. Et donc, c'est la raison pour laquelle nous avons également des showrooms qui sont implantés sur l'ensemble de nos marchés, donc à l'échelle européenne. Et tout ceci nous permet de pouvoir passer un certain nombre de temps avec nos clients pour échanger autour de la décoration, de la manière d'agencer leurs intérieurs et d'envisager finalement leur vie chez eux. Très bien. Alors, vous êtes mentor de la thématique parcours client agile. C'est un point déterminant dans la stratégie de votre marque omnicanal. Alice, j'aimerais que vous nous disiez quels sont les facteurs clés de succès. Alors, le parcours client agile est un vaste sujet. D'abord, ça va être un enjeu de pouvoir rester concise et d'entrer très rapidement dans le vif du sujet. Chez nous, le parcours client agile, le point de départ, c'est d'abord d'écouter la voix du client. C'est la raison pour laquelle, en interne, nous sommes dotés d'un certain nombre d'outils et que finalement, nous prenons le pouls de manière très régulière de nos clients. On passe beaucoup de temps à faire des échanges avec eux, si vous voulez, qualitatifs, où on les écoute et on prend leur retour. On a aussi à cœur de faire ce qu'on appelle chez nous beaucoup la double écoute avec le service client pour pouvoir écouter encore une fois leurs attentes et leurs besoins. Donc pour moi, ça c'est un premier facteur clé de succès. C'est d'abord l'écoute, très très importante, et puis aussi prendre les retours des équipes qui sont notamment sur le terrain, puisque comme je le disais, nous sommes présents dans le monde physique. Donc on récupère l'intégralité de ces retours clients et de ces retours d'équipe pour ensuite pouvoir vraiment envisager le parcours client d'un point de vue holistique et pour ce faire, d'identifier les différents, en anglais on dirait pain points, donc ces espèces de freins, ces points compliqués finalement, de les identifier et une fois les avoir identifiés, de pouvoir y apporter des réponses concrètes. Donc à titre d'exemple, parce que peut-être que ce sera plus parlant, on a un certain nombre de freins à l'achat quand il s'agit de s'acheter un nouveau canapé, etc. ou un nouveau lit. Par exemple, l'un des freins peut être de se dire: «Mon Dieu, mais si ça arrive en kit, est-ce qu'il va falloir le monter? Est-ce qu'il va falloir y passer des heures? Et si à la fin il me reste la fameuse pièce dans ma main et que je ne sais pas où doit être mise ces pièces, qu'est-ce que je fais?» Et donc nous, notre travail, c'est aussi de pouvoir finalement y apporter une réponse et ça passe par des services proposés à nos clients pour vraiment faire en sorte que ce parcours client se fasse de la manière la plus fluide possible et avec le moins de pain points possible. Voilà. C'est très clair. Alice, comme beaucoup d'enseignes, vous vous tournez vers un design plus responsable. Est-ce que vous pouvez nous parler des actions que vous avez eu l'occasion de mener ? Oui, tout à fait. Alors, le business model de Made est ainsi fait que, premièrement, nous produisons à la commande.
Donc de ce point de vue-là, cela fait 11 ans qu'on a une approche assez responsable. Nous n'avons pas de stock, ça c'est le point de départ, mais ça ne suffit pas parce que notre métier, c'est quand même de produire des choses et donc de rajouter des choses sur la terre et je pense profondément que dans un monde aux ressources limitées, il faut impérativement se poser la question de ce que l'on fait de ces objets que l'on ajoute sur la terre. Donc c'est la raison pour laquelle on a mis en place un certain nombre de chantiers chez nous. Le premier chantier, c'était d'abord un chantier qui était intimement lié à la question du design et du beau. Est-ce qu'il est possible de travailler un objet design existant, de le transformer, de lui donner une seconde vie, mais de finalement parvenir à garder la dimension du beau. Donc c'est un énorme chantier sur lequel on a travaillé en collaboration avec Emmaüs, c'est le studio de design appelé Les Résilientes, un chantier sur lequel nous sommes depuis 2 ans et demi et qui a vraiment pour objet de leur donner finalement toutes les pièces de nos showrooms qui doivent sortir chaque mois. Ça représente 200 kilos de produits tous les mois, soit 2 tonnes et demie par an. Et sur la base de ces produits-là, ils les déconstruisent et on leur donne une seconde vie, tout en ayant vraiment à cœur de pouvoir toujours proposer une offre design. C'est par exemple l'un de nos premiers chantiers. On se pose aussi bien sûr la question du take back, donc de la reprise. Depuis le 1er janvier en France, une loi est passée, la loi AGEC, qui impose aux retailers, e-tailers, commerçants comme nous, d'adresser cette question-là et c'est une très bonne chose. Et on est donc à pied d'œuvre pour pouvoir récupérer les pièces chez nos clients, puisque le propre de la loi est de dire vous achetez un nouveau produit chez Made et vous pouvez demander à ce que Made récupère ce produit et ce de manière gratuite et même si c'est pas un produit de la marque Made. Et encore une fois, je pense que c'est une très bonne chose. Après, ça enclenche un certain nombre de conséquences. Qu'est-ce qu'on fait de ces produits quand on les récupère? Comment est-ce qu'avant d'envisager le recyclage, on envisage d'abord le réemploi, on envisage l'upcycling, etc. Donc c'est tout un tas de questions et de problématiques intellectuellement vraiment fascinante. Au quotidien, d'un point de vue logistique, vraiment compliqué. Mais moi, j'ose espérer qu'on va y parvenir. Et puis, j'ai aussi une conviction, c'est que je pense que nous n'y parviendrons pas seuls. Et moi, je rêverais, et là, je pense que je vais envoyer un message aux autres marques, je rêverais qu'on fasse un collectif de marques et que l'on se réunisse sur ces questions-là, parce qu'en fait, on partage tous les mêmes problématiques. Et je pense qu'à un moment donné, on a besoin de faire tomber les barrières entre les marques et qu'on appréhende ces sujets-là ensemble, parce qu'on a un tel enjeu d'accélération sur ces sujets-là, qu'on n'y arrivera pas tout seul. Voilà. Bon, Petit le moment, message est lancé. Le message est lancé en tout cas. Chez Made, est-ce que vous avez des chantiers en cours ou à venir? oui, Parmi oui, ces projets très nombreux déjà. ouais, alors vous l'aurez compris, sur la question de la sustainability, on a donc beaucoup de chantiers sur lesquels, nous travaillons et notamment à horizon, 2025. On a aussi en interne, un certain nombre de chantiers qui sont davantage inhérents aux challenges que l'on doit, affronter aujourd'hui en matière de supply chain, notamment liés à ces 2 années de pandémie que nous venons tous de connaître. Mais on a aussi des challenges qui sont, je dirais, quand même beaucoup plus galvanisants et excitants. Donc, on est en train de faire un énorme travail autour de notre marque parce que, une marque quand elle a 11 ans, si vous voulez, elle a aussi la nécessité de pouvoir renouer un peu avec ses racines et ce qui était constitutif de son mythe fondateur. Donc, on est en train de faire un très gros travail là-dessus que l'on sort en septembre, si vous voulez, pour vraiment rééclairer, d'une certaine façon la marque. Parce que l'un de nos enjeux à nous, c'est vraiment de pouvoir, raconter ce qui est constitutif de notre marque, raconter comment on travaille, qui sont les designers qui peuvent nous accompagner. Parce que c'est vrai que dans le secteur du design, je pense que naturellement, il y a une forme de distanciation. Le design peut paraître un petit peu froid ou alors un peu excluant quelque part, parce que c'est quand même un secteur où en fait il y a beaucoup de name dropping et si on connaît pas les noms des designers, on a l'impression qu'on fait pas partie du game. Donc nous, tout notre sujet, c'est vraiment de travailler au quotidien pour faire en sorte que le design soit le plus proche de nos clients. Et donc ça, c'est tout un tas de sujets qui sont fascinants et sur lesquels on travaille en ce moment même pour le sortir d'ici à septembre. Merci Alice. Une dernière question. Avant, vous avez travaillé en agence. Est-ce que c'est Mmh. toujours pour vous une source d'inspiration? Et sinon, de façon plus globale, où puisez-vous votre inspiration? Alors oui, il est certain que alors moi j'ai été formée en agence, donc c'est un petit peu, si vous voulez, ma famille de cœur, le monde des agences. En fait, ce que moi j'en retiens surtout, c'est, la pluralité des problématiques et pour moi, ce que j'ai gardé et ce que j'ai voulu toujours appliquer en basculant de l'autre côté de la force, comme on dit, et en allant chez l'annonceur, j'ai toujours eu à cœur de me dire: «Il est impératif, finalement de toujours sortir de sa catégorie».
parce qu'en fait, on a besoin de se nourrir des autres sujets, des autres problématiques, de ne pas toujours être le nez sur le guidon. Et donc moi, ce qui m'inspire au quotidien, c'est de regarder ce que l'on peut faire dans le monde de la mode, ce que l'on peut faire dans le monde de la food, etc. Et c'est vraiment de me nourrir de tous ces sujets-là. Et je passe beaucoup de temps effectivement à lire un certain nombre d'articles cross-catégories, à lire aussi un certain nombre d'études qui sont très bien faites, comme les études prosumer chez Havas, que je trouve géniales, où en fait, ça donne toujours des clés de lecture et des façons d'appréhender finalement les nouvelles générations de consommateurs. Voilà, je regarde de tout, mais globalement, oui, je pense que la curiosité doit rester, un driver très important au quotidien dans le métier que nous faisons. Eh bien, merci Alice pour ce partage d'expérience. J'ai vraiment été ravie d'échanger avec vous. J'espère que le plaisir est partagé. Merci à vous, c'était super. Merci beaucoup. Merci Alice, à bientôt. À bientôt, au revoir. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est sûrement que l'épisode vous a plu. Alors n'hésitez pas à mettre une note Apple Podcast, Spotify ou Deezer, vous abonner et tout simplement le partager. Ça nous aide à gagner en visibilité et ça aide d'autres professionnels du e-commerce, curieux et passionnés comme vous, à découvrir le podcast Les Voix du e-commerce réalisé par le salon Paris Retail Week qui se déroulera, je le rappelle, du 20 au 22 septembre 2022.